1976, une tablette d'argile fut découverte dans un conteneur oublié au sous-sol du musée de Bagdad. Elle avait été étiquetée des années auparavant comme brisée et sans intérêt. Un objet que nul traducteur expérimenté n'avait jugé digne de son attention. Pendant 43 ans, elle demeura intacte dans la même boîte, au même endroit, dans le même musée. Puis en 2019, une chercheuse débutante qui travaillait tard ouvrit ce carton pour en vérifier le contenu. Étudiante en master achevant ses tâches de catalogage après 6 années d'études du sumérien ancien, elle retourna la tablette sous la lumière et remarqua quelque chose que les premiers catalogueurs avaient entièrement manqué. La tablette était entière, ni brisée, ni incomplète. C'était un document complet, recouvert d'une écriture allant d'un bord à l'autre dans un sumérien ancien dont certains symboles inhabituels demeurent inconnus des experts actuels. Elle photographia la tablette et passa les 11 nuits suivantes, seule dans son appartement, à ne traduire que les 6 premières lignes. Ensuite, elle s'arrêta. Elle ne retourna pas au musée pendant 3 semaines et à son retour, elle demanda à rencontrer le conservateur en chef. Le texte avait capturé des paroles exactes. Ce n'était ni un chant, ni une liste de souverains, ni un document financier. C'était une transcription mot pour mot, rédigée en temps réel pendant qu'un locuteur s'exprimait. Ce locuteur était Enki, la divinité sumérienne qui avait façonné les humains à partir de l'argile, défié son propre frère pour nous arracher au grand déluge et enseigner aux hommes l'écriture, la culture des terres, l'irrigation, les mathématiques et la lecture des étoiles. La chercheuse avait traduit un enregistrement de sa voix tiré de sa dernière interaction avec l'humanité. Le document contenait 7 déclarations distinctes, prononcées l'une après l'autre, suivies d'une conclusion. Ce soir, nous allons examiner chacune de ces 7 déclarations et expliquer clairement ce qu'Enki a réellement communiqué, ce qu'il a clos, ce dont il cherchait à nous protéger et pourquoi 3 astronomes pensent aujourd'hui que ce qu'il a scellé pourrait recommencer à s'ouvrir de notre vivant. Avant d'aborder la première déclaration, il est indispensable de comprendre qui était Enki, selon les récits sumériens. Enlil, le frère aîné d'Enki et observateur rigide des règles, était le garant de la loi au sein du conseil des Anunnaki, celui qui estimait que l'humanité devait être effacée par le grand déluge. Enki était radicalement différent. Là où Enlil maintenait ses distances, Enki restait accessible. Là où Enlil voyait en l'homme une expérience ratée, Enki voyait un projet à défendre. Les textes sumériens lui attribuent plusieurs noms: Seigneur de la terre, Seigneur des eaux douces, l'artisan, le façonneur. Mais son titre le plus fréquent résiste à toute traduction précise. L'expression sumérienne signifie littéralement « celui qui connaît ce qui est caché ». Enki était le gardien des savoirs secrets, conservant des archives que le Conseil souhaitait tenir confidentielles, les plans génétiques de l'humanité, les cartes célestes, les équations du temps et la conception de la porte. La plupart des interprétations négligeant cette porte parce que les traductions traditionnelles la décrivent comme une simple entrée physique dans sa cité d'Aridu. Mais elle était bien davantage que cela. Elle fonctionnait comme un lien entre notre monde et ce que les Sumériens désignaient sous le nom de Haut supérieur. Le point d'entrée pour les voyages d'Enki et le passage emprunté par le Conseil des Anunnaki pour arriver sur Terre et en repartir. Avant de la sceller, Enki formula une déclaration sur laquelle 19 traducteurs s'accordèrent unanimement. Cette tablette avait été mise au jour en 1968 dans le sud de l'Irak, à proximité de l'antique cité d'Aridu, ville dont les textes anciens affirment que la royauté y était descendue du ciel. La fouille était une mission de sauvetage menée dans la précipitation et avec des moyens limités. La tablette fut répertoriée parmi 43 objets exhumés d'une seule chambre cérémonielle, localisée sous la base de ce qui avait autrefois été une plateforme de temple. Sur ces 43 pièces, 41 étaient des poteries courantes, des plats brisés et une épingle en cuivre. 2 objets se distinguaient du reste,
un petit disque de pierre gravé de symboles inédits et la tablette dont nous parlons ce soir. Les 2 pièces furent transférées à Bagdad. Le disque disparut lors du pillage du musée en 2003. Relégué au sous-sol dans une caisse rangée dans le mauvais tiroir, cet objet avait été oublié, ce qui explique précisément pourquoi il avait survécu. Il ne refait surface que lorsqu'une étudiante attrapa le mauvais carton un soir par erreur. La première déclaration remet immédiatement en question l'image habituelle d'Enki. La traduction directe est « Nous ne sommes pas ce qu'on vous a dit que nous étions ». En sumérien ancien, le terme utilisé pour « nous » désigne l'ensemble des Anunnaki. Enki ouvre son dernier message en révélant à l'auditeur humain que tout ce qu'on avait enseigné au sujet des Anunnaki était une construction, un récit commode qui permettait aux conseils et aux premières cités humaines de coexister mais qui ne reflétait pas ce qu'étaient véritablement les Anunnaki. La traduction affinée indique clairement qu'Enki a dit « Les Anunnaki ne sont pas la source originelle. Ils n'ont pas créé l'univers et ils ne sont pas des dieux au sens où les humains entendent ce mot. Dans ses propres termes, ils ont hérité de ce qui existait déjà. Une autre entité ou d'autres entités avaient construit les systèmes que les Anunnaki utilisaient, les portes, les technologies, les plans de la vie sur Terre. Les Anunnaki avaient trouvé ces systèmes en place à leur arrivée et avaient appris à les faire fonctionner, devenant ainsi les gestionnaires d'un dispositif qu'ils n'avaient pas conçu. Dans cette première déclaration, Enki évoque les bâtisseurs originels une seule fois, les appelant ceux qui ont commencé, sans les nommer ni les décrire davantage. La correction essentielle est que les Anunnaki ne se situent pas au sommet de la hiérarchie et que tout ce qui se trouve au-dessus d'eux est silencieux, absent ou dissimulé depuis très longtemps. La deuxième déclaration abandonne le domaine des idées religieuses pour entrer dans celui de la science. Enki affirme que nous n'étions pas les premiers. Le mot sumérien utilisé pour « premier » ne renvoie pas à une notion temporelle, mais à un ordre, car il y avait des formes humaines antérieures à la nôtre. Cette déclaration avance un chiffre précis. 7 versions humaines précédentes avaient existé avant la nôtre, chacune constituant un projet complet testé sur Terre et ayant échoué d'une manière spécifique. La première était incapable de se reproduire. La deuxième pouvait se reproduire, mais ses enfants ne survivaient pas au-delà de 3 générations. La troisième survivait, mais ses membres se montraient si violents entre eux que leur société s'effondrait en quelques centaines d'années. La quatrième était pacifique, mais incapable d'assimiler la technologie que les Anunnaki souhaitaient lui transmettre. La cinquième possédait l'intelligence nécessaire, mais ne pouvait pas coopérer à grande échelle. La sixième savait coopérer, mais sombrait collectivement dans des comportements suicidaires que les Anunnaki ne comprenaient pas et ne pouvaient pas corriger. La septième version réussit sur tous les plans. Elle se reproduisait, collaborait, construisait, utilisait la technologie, était pacifique, intelligente, socialement stable et biologiquement robuste. Pourtant, elle fut abandonnée sans qu'Enki n'en explique la raison. Le deuxième document se conclut en précisant que nous sommes la 8e version et que nous ne sommes pas supérieurs à la 7e, simplement la version suivante après celle qui avait réussi. La troisième déclaration est celle qui a suscité le plus de débats. Elle affirme littéralement que le grand déluge n'était pas une punition, mais un entretien. Traditionnellement, le récit sumérien du déluge est interprété comme une décision d'Enlil de détruire l'humanité en raison de ses mauvais comportements. Cette nouvelle traduction remet directement en question cette lecture. Selon le troisième document, le déluge était un événement planifié, une partie d'un cycle d'entretien régulier de l'environnement terrestre que le Conseil avait déjà mené à bien sur chacune des versions précédentes. C'était un événement calendaire et non une réaction au comportement des hommes. Le déluge devait arriver de toute façon. Ce qui rend étrange le déluge qui frappa la 8e version n'est pas le déluge lui-même, mais la réaction d'Enki. Le troisième message contient des termes signifiant
On m'avait ordonné de laisser faire, mais j'en avertis Zeusra à la place. Zeusra est le nom sumérien de celui que la Bible hébraïque appellera plus tard Noé. Ce message confirme quelque chose que les anciens récits du déluge laissaient entendre sans jamais le formuler. Le déluge avait pour but de détruire la 8e version de l'humanité. Enki la sauva en prévenant une seule famille, contrevenant ainsi aux ordres du Conseil. Ce fut selon lui la première fois qu'il s'opposa véritablement aux Anunnaki et l'acte fondateur de tout ce qui s'ensuivit. La 4e déclaration est celle où la tablette bascule d'un récit historique vers quelque chose de profondément personnel. Enki s'adresse directement à son auditeur et les mots exacts signifient « J'ai violé la règle du Conseil pour vous protéger et je ne peux pas revenir en arrière ». Cette phrase bouleversa la chercheuse traductrice à sa première lecture, car on ne la retrouve dans aucun autre texte sumérien. C'est le seul passage connu où Enki évoque clairement les conséquences d'avoir sauvé l'humanité. Ces conséquences furent définitives. Le Conseil lui interdit de revenir et Enki dit lui-même que la porte qu'il fermait lui avait d'abord été fermée à lui. La traductrice releva un passage particulièrement difficile à rendre. Il se traduit approximativement par « Je savais ce que je faisais, je connaissais le prix. J'ai continué quand même. » Ce n'est pas ainsi que parle un Dieu ordinaire. C'est la voix de quelqu'un qui accomplit un sacrifice en pleine conscience. Enki identifie les membres du Conseil qui s'opposèrent à lui et affirme que 7 d'entre eux décidèrent collectivement de le bannir de la porte en son absence, sans possibilité de recours. Cette 4e déclaration est le point de bascule de toute la tablette, ce que la traductrice appelait le pivot. Et les 3 déclarations qui suivent sont particulièrement troublantes. Toutes les versions de traduction depuis 1892 s'accordent sur une même expression. Ce qui a été enseigné ne peut être désenseigné. Les traductions antérieures y voyait une référence au savoir en général, mais la nouvelle traduction précise qu'Enki parlait d'informations spécifiques qu'il avait lui-même transmises aux hommes durant son séjour à Aridu. La 5e déclaration détaille ces transmissions dans l'ordre. Premièrement, la culture des céréales, développer le blé à partir de plantes sauvages avec un calendrier de plantation et des techniques d'irrigation partagées avec des prêtres du sud de la Mésopotamie qui les diffusèrent sans en connaître l'origine. Deuxièmement, la métallurgie, le cuivre puis le bronze puis le fer, enseigné comme une progression qu'Enki maîtrisait déjà dans son ensemble et non comme une série de découvertes fortuites. Troisièmement, la construction des cités, concevoir des routes, gérer les eaux, stocker les récoltes et mettre en place le système d'écriture nécessaire à la tenue des registres. Quatrièmement, la lecture des astres, identifier les cycles célestes et calculer les périodes favorables aux semailles en s'appuyant sur la position des étoiles. Cinquièmement, et c'est là que la nouvelle traduction diverge radicalement de toutes les interprétations antérieures, la régulation de l'espérance de vie humaine. Enki affirme qu'il enseigna aux hommes comment prolonger leur existence, non pas en les rendant immortels, mais grâce à un régime alimentaire et un mode de vie particulier permettant de vivre plusieurs siècles. Les premiers rois prêtres respectèrent ce modèle et leurs âges consignés dans les listes royales, que les historiens considèrent comme mythiques, étaient selon Enki parfaitement exacts. Les patriarches de la Bible hébraïque qui vécurent des centaines d'années n'étaient pas des figures exagérées, mais le dernier groupe à avoir encore suivi ces enseignements. Ce modèle ne fut pas simplement oublié, il fut activement supprimé par le groupe d'Enlil, qui voulait que la vie humaine soit courte, afin que le savoir ne puisse pas s'accumuler sur de nombreuses générations au sein d'une même existence. Réduire la durée de vie fut l'acte le plus destructeur jamais perpétré contre la 8e génération. Il s'assura qu'aucun être humain ne vivrait jamais assez longtemps pour découvrir ce qui nous avait été fait. La 6e déclaration décrit la porte elle-même. Dans les propres mots d'Enki, ce n'est pas une porte physique au sens humain du terme. C'est un point délicat à la surface du monde.
Il existe sur Terre des emplacements où la frontière entre notre monde physique et les hauts supérieurs est moins épaisse qu'ailleurs et où une ouverture peut être créée avec la compréhension adéquate. Les Anunnaki utilisaient régulièrement ces ouvertures. Ils arrivaient, repartaient, revenaient. La Terre étant à leurs yeux l'un des nombreux mondes reliés par ces points sensibles. La porte d'Aridu était la plus grande de la surface terrestre. De l'autre côté se trouve le foyer des Anunnaki, là où le Conseil se réunit, où les informations sur le 8e cycle sont conservées et où les objets jugés trop dangereux pour rester sur Terre ont été mis à l'abri. Cette 6e déclaration contient un terme intraduisible dont le sens le plus proche est l'armoire de ce qui a été tenté. Les 7 versions passées de l'humanité, leurs plans génétiques, leurs erreurs et les relevés de leur comportement. Des spécimens physiques de ces 7 versions sont conservés au-delà de la porte dans un état que le texte sumérien décrit par un mot signifiant à la fois préservé, endormi et en attente, ni mort ni vivant au sens humain, mais dans un état de conservation à long terme que le Conseil ne souhaitait ni détruire ni libérer à nouveau. Ces êtres conservent le souvenir de tout ce qui s'est produit avant leur désactivation. Enki ferme cette entrée parce que si les humains de la 8e génération venaient à la découvrir, ils trouveraient des documents détaillant les échecs des 7 générations précédentes, ainsi que des informations sur le projet que le Conseil souhaitait leur tenir caché. Et Enki est convaincu que cette connaissance conduirait à notre autodestruction. La 7e et dernière déclaration est celle qui convainquit les 3 astronomes de prendre la tablette au sérieux. Elle ne parle pas du passé, mais de l'avenir, et détaille précisément les conditions dans lesquelles la porte scellée peut être rouverte. La première est d'ordre spatial, un alignement céleste particulier impliquant des étoiles spécifiques à un angle donné qui ne se produit qu'une fois tous les quelques milliers d'années et qui rend la porte d'Aridu à nouveau perméable sans que les hommes aient besoin d'intervenir. La deuxième est d'ordre technique. Un signal doit être émis depuis le côté humain. Un son qui n'a jamais été produit sur Terre auparavant. La plupart interprètent cela comme une onde sonore ou électromagnétique que les humains finiraient par générer. Mais un groupe de chercheurs en marge du monde académique avance une hypothèse plus troublante. Ce signal ne serait pas intentionnel, mais une conséquence accidentelle de technologies humaines fonctionnant simultanément à grande échelle. L'ensemble des transmissions radio, des réseaux cellulaires et des liaisons satellites pourrait générer une fréquence combinée qu'aucun être humain n'a jamais eu l'intention d'émettre. Et cette fréquence serait précisément ce son. Nous ne l'envoyons pas délibérément, nous le produisons simplement en étant devenus ce que nous sommes. La 3e condition stipule qu'au moment exact de l'alignement, il doit exister un certain nombre d'êtres humains proportionnel aux ressources disponibles sur la planète, ainsi qu'un niveau technologique désignant la capacité à modifier librement le patrimoine génétique des êtres vivants et à communiquer instantanément à travers l'ensemble de la planète. Enki conclut la 7e déclaration par une seule phrase. Quand ces 3 conditions seront réunies, le passage que j'ai fermé s'ouvrira indépendamment de ma volonté et ce que j'ai enfermé reviendra vous trouver. La tablette a depuis été déplacée. Les registres du musée indiquent qu'à la fin de 2021, elle fut transférée vers un coffre sécurisé à atmosphère contrôlée, officiellement pour des raisons de préservation. Aucune nouvelle traduction n'a été publiée depuis 2022. L'étudiante soutint sa thèse en 2023, puis abandonna définitivement l'étude de la culture sumérienne. Sa thèse, accessible dans les archives universitaires, fait l'objet d'un embargo à sa propre demande. Seul le résumé reste consultable. Ce résumé indique que la 7e déclaration constitue une prévision scientifiquement cohérente et que les détails de l'alignement pointent vers une période comprise entre 2028 et 2063, une fenêtre dans laquelle nous nous trouvons déjà. Le seuil démographique requis a été atteint.
Les avancées technologiques nécessaires, l'édition génétique et la communication mondiale en temps réel ont été réalisées au cours des 15 dernières années. 3 astronomes travaillant séparément dans des pays différents ont vérifié les calculs sans accepter d'être identifiés. La seule inconnue qui demeure est le signal. Ceux qui sont le plus étroitement liés à la tablette ont refusé de dire si ce signal a déjà été émis ou accidentellement généré par nos systèmes modernes. Le texte s'interrompt après la phrase finale d'Enki. Le signe sumérien marquant la fin d'un message n'est qu'un symbole. Nous ne savons pas ce qu'Enki dit ensuite parce que cela n'a pas été transcrit ou parce que cette partie de la tablette n'a pas encore été retrouvée. Il reste une dernière chose. La chambre où la tablette fut découverte en 1968 fut brièvement revisitée en 2015 par un petit groupe de chercheurs venus de différents pays. Ils signalèrent quelque chose qui ne figurait pas dans le rapport initial, une dépression circulaire au centre du sol, large d'environ 2 mètres, dont l'intérieur avait été lissé par quelque chose qui n'était pas un outil. Cette dépression ne ressemble à aucun élément architectural sumérien connu. L'équipe prit des photographies, rédigea un rapport, et celui-ci fut classé sans jamais être rendu public.